Moi aussi, je vous félicite pour la clarté de l'exposé, bien que certains points restent toujours ambigus pour moi, puisque l'explication physique, c'est un peu vague. Donc, je ne vais pas tarder, je vais revenir à la première question du collègue, de mon ami Tahar Touan, pour les 3 substrats. Oui. Donc, je ne suis pas convaincu par l'explication que vous avez donnée. Donc, puisque le verre, ça ne pose pas de problème, c'est amorphe. Oui. Par contre, pour la silice, ou pour le quartz, la silice, c'est amorphe. Le quartz et le silicium, c'est des matériaux cristallins. Oui. Donc, toujours, le problème essentiel, lorsqu'on dépose un matériau sur un matériau, donc on a le problème de l'écart des 2 paramètres, ce qu'on appelle le mismatch. D'accord? Donc, il fallait donner les paramètres de maille du silicium et du quartz pour bien expliquer s'il y a un faible écart, c'est normal. Donc, l'adhérence, elle est bonne, donc la couche sera bien dense et la croissance aussi, c'est une belle croissance et on aura une intensité grande. D'accord? C'est ça le problème. Le problème, lorsqu'on dépose un matériau sur un autre matériau, les 2 sont cristallins, le problème majeur, c'est le mismatch, c'est la différence de paramètres. D'accord? Oui. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, je reviens à la dernière question qu'il a posée sur la rugosité. Puisque la taille des grains, lorsqu'on calcule la taille des grains par des Bachéa, premièrement, des Bachéa, c'est un calcul qui est, à mon avis, un peu loin de la vérité. Donc, d'une part. Le deuxième point, c'est une taille moyenne. Donc, on peut avoir plusieurs grains de taille, de très petite taille, et quelques grains de taille un peu grosse. Donc, et à ce moment-là, ces tailles-là, qui sont un peu, c'est des tailles, des grosses tailles, donc ils vont diffracter beaucoup plus les rayons X. Et à ce moment-là, on aura des intensités plus importantes qu'on pense, puisque en réalité, lorsque la taille elle est très petite, donc on se rapproche de l'amorphe, donc l'intensité normalement elle est faible. Mais si ces tailles, si les tailles qu'on obtient sont des tailles uniformes, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais on voit bien sur les figures, les images AFM, il y a des petites tailles et des gros grains. Donc c'est pour ça que l'intensité, il fallait expliquer la différence des intensités de cette façon. D'accord? Donc ça, c'est des questions que j'ai retenues. Maintenant, pour la thèse, bien sûr, toute thèse écrite présente des imperfections. Bien sûr. D'accord? Donc il y a des erreurs de frappe. Donc toujours pour les étudiants, je demande toujours aux étudiants, à la fin de l'écriture du manuscrit, donner le manuscrit à quelqu'un qui n'est pas physicien. Donc, au moins, lorsqu'il lit la thèse, il va... concentrer sur l'aspect scientifique, mais sur l'aspect... D'accord. Il y a des figures, donc des figures où il n'y a pas de référence. C'est normal, lorsque la figure
c'est pas toi qui l'a fait, donc tu dois la référer. D'accord? Donc je vais commencer par la thèse. Bien sûr, à la première page, donc l'introduction générale, la deuxième ligne. Oui. Bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va passer donc la figure, j'ai dit la référence, donc à la page 11, donc figure N2, structure de bande d'énergie du ZNO, donc il fallait mettre la référence. Pardon, je l'ai donnée, hein. Elle est dans le texte. Hein? Elle est dans le texte, je l'ai donnée. Mais le mieux c'est... Elle est de Lambridge. Je l'ai vu, oui. À la maison, c'est mieux. Ah, ok. Parce que je l'ai expliqué dans le texte que je l'ai tiré à partir de Lambridge. Oui, oui, je sais, mais le mieux c'est Okay. dans la légende. À la page 15, DOPN, petit n, d'accord? Donc, quel paragraphe? La page 15, DOPP. Quel paragraphe? C'est le deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe, quand Yann et Al, ils ont rapporté dans leur étude qu'un milieu riche en zinc, donc type P de ZNO, dopé N. Le N, ça c'est l'azote. C'est l'azote, c'est N majuscule. D'accord. À la page 24. Le RW. W c'est quoi? Pardon? Le RW. C'est le taux d'hydrolyse. Hein? C'est le taux d'hydrolyse. RW. RW c'est le taux de... Ratio of water. Voilà. Oui. Puisque... à la page 30, Oui. le paragraphe juste après la figure, la figure 2.8. À mon avis, c'est un paragraphe inutile. Donc, de parler sur le cristal tournant des Bachelard ou la méthode de Laue. Pardon? Il existe de nombreuses techniques d'obtention des spectres de diffraction X issus de 3 méthodes. La méthode du cristal tournant, la méthode de Laue et des Bachelard. Pourquoi en parler ici? On n'a pas besoin de parler... D'accord? C'est-à-dire au lecteur. Donc quelqu'un qui va prendre la thèse, un étudiant, il pourra savoir qu'il existe d'autres techniques pour la DRX. Non. Ok.
À la page 47, l'introduction, les couches minces de ZNO peuvent être formées par plusieurs procédés de dépôt en solutions telles que l'électronique imprimée, les procédés colloïdaux, et ainsi de suite. La même chose. Ici, on est dans le bain du travail, donc on parle que du sol gel. À quoi bon répéter ça? Ça il fallait le mettre dans le chapitre, le deuxième chapitre, et en finir. C'est juste une phrase introductive en fait, pour introduire, donc c'est tout. Je reviens à la première partie, donc à la recherche du solvant. Oui. En général, puisque la première partie, vous avez utilisé plusieurs solvants, d'accord? Donc, couche mince de ZNO, application, méthode d'élaboration et de caractérisation, ça c'est l'élaboration. Pardon, j'ai pas compris. Optimisation des paramètres. L'optimisation des paramètres, donc à la page 48. Oui. Pour un volume de 20 millilitres du solvant, Oui. il y a une concentration molaire de 0,75 de notre solution de départ. On a ajouté une masse de 3,29-26 grammes du précurseur acétate de zinc déhydraté, de formule chimique déduite par la relation suivante. Donc Mg, c'est Mg fois C mol fois V en millilitres. En litres. D'accord? Ça, c'est le calcul du poids, donc de 3,29-26 grammes. Oui, d'accord? Donc, vous partez d'une molarité de 0,75. D'accord? Et après, ce que j'ai remarqué, que vous allez prendre la moitié pour les autres matériaux, ZNO, dopé lithium, dopé PB, dopé... donc, on n'est pas dans la molarité de 0,75. Non, c'est pas la même molarité. Donc, exactement, on a changé. Pourquoi? Parce que l'état de l'art, c'est-à-dire quand on a étudié la conduction de type P, on a trouvé que pour certains dopants, il est plus favorable de travailler dans un milieu riche en oxygène, donc de diminuer la concentration, notamment la molarité. Et puis, pour d'autres dopants, il faut au contraire travailler dans un milieu riche en zinc, comme pour le cas par exemple de l'azote. Donc c'est pour cela. Non, puisque tous les matériaux élaborés après, c'est la moitié de 3,20. Oui. D'accord? Donc, et même pour le MOA, c'est la moitié aussi. Oui. Donc, on n'est pas on n'a pas la molarité de 0,75. 0,4. 0,4. Oui. Donc on travaille dans un milieu riche en oxygène, c'est-à-dire on a diminué la concentration du zinc, le précurseur acétate de zinc. C'est pour des fins bien particulières. Donc c'est l'état de l'art qui nous a obligés à diminuer la concentration. Bon.
À la page 50, Oui, dépôt par Deep Kauter. oui. Donc, les conditions que vous avez prises pour l'élaboration de la couche. À mon avis, 60 secondes, l'immersion du substrat 60 secondes, c'est trop. On a essayé avec moins de temps, l'adhésion était un peu faible. Donc il faut un temps d'immersion de 60 secondes. La vitesse de tirage de 15 tennis aussi, 15 mm par minute, c'est... En fait, c'est pas des choix anodins. On a fait toute une série d'études sur ça, donc on a trouvé que le 15 est le mieux approprié pour ce cas de viscosité. On a utilisé 15, 30, 45, 120, etc. Une petite phrase, d'accord? Une petite phrase qui résume que vous avez essayé de faire à différentes vitesses de tirage, différents temps. C'est bon, je l'ai dit dans le manuscrit. Il faut aller donc, dernier paragraphe. Une étude sur la vitesse de retrait a été faite au préalable et j'ai donné la référence de l'article qu'on a publié. Ah, c'est pas vous qui ont choisi des conditions? Si, j'ai donné la référence de l'article qu'on a publié. C'est des travaux qu'on a déjà faits au préalable. Il fallait mettre avant. Ok. D'accord. Donc je vais faire remonter. Il fallait mettre avant, donc... aussi, on dit que on élabore des couches minces, on élabore les couches minces de ZNO par voie ou méthode sol gel, Oui. déposées par technique Deep coating. deep coating. D'accord, on ne dit pas associé. Ouais. D'accord. À la page 54, Oui. la figure pour l'estimation de l'épaisseur. Mhm. Donc, la partie... tu peux la... Oui, bien sûr. La première partie, là, c'est le début de... Pardon? La première partie, là, où il y a de grandes fluctuations, c'est le début de... Ici? Non. Là? Oui. C'est le début de la couche. Donc, c'est la bosse. C'est le début de la couche, exactement. C'est dû aux effets capillaires. D'accord. Maintenant, pour l'estimation du gap, Oui. pourquoi vous avez utilisé la dérivée de la transmittance et vous n'avez pas utilisé la méthode de Toc, par exemple? Bien que vous avez les épaisseurs. Oui, mais c'est-à-dire... c'est pas avec une marge d'erreur, donc c'est des épaisseurs mesurées, il pourrait y avoir des erreurs. Donc, on a préféré utiliser directement la dérivée de la transmittance, c'est plus sûr. D'accord. Ouais. Mais en général, les gens utilisent beaucoup plus la méthode de Toc que la méthode. D'accord. On trouve aussi, c'est-à-dire la première dérivée dans plusieurs articles. D'ailleurs, c'est pour cela que je l'ai utilisé moi-même. Donc, il fallait, dans le premier chapitre, la propriété optique, écrire quelque chose que les gars, on va utiliser la dérivée, donner l'expression de T, où on aura un DT, la méthode de Toc,
on a alpha carré H bar, H oméga égale à EG moins H bar oméga, d'accord? Oui. Donc, il fallait mettre quelque chose, d'accord? Ok. Donc, la même chose. La réflectivité, ou la réflectance aussi. Oui. Donc, vous avez utilisé D2R sur DE. Oui. D'accord? Oui. Donc, il fallait mettre quelque chose dans le premier paragraphe. Je l'ai expliqué en fait sur la section elle-même, dans la section elle-même. Mais on n'a pas, des équations ou quelque chose qui montre que la dérivée, c'est en fonction de... Si. Le minimum, c'est le... Ah, ok. D'accord? J'ai compris. Donc on ne voit rien. Aussi, on ne dit pas forte orientation ou quelque chose comme ça, on dit qu'il y a une orientation préférentielle. D'accord? Donc le ZNO qu'on trouve dans la nature en général, le ZNO statistique, le plan le plus intense c'est le 101. D'accord? Mais en général les couches minces, le plan 002 nécessite moins d'énergie pour l'avoir. Donc pour la croissance du 002, il n'a pas besoin beaucoup d'énergie. Donc en général, c'est pour ça qu'on a une orientation préférentielle ou une texture selon 002. On ne dit pas que c'est une forte orientation. D'accord? Okay. Bon, pour l'explication de l'intensité et tout, vous êtes basé sur la croissance, mais donc ça ne reflète pas la vérité, puisque l'intensité, elle est liée à la quantité de la matière. L'intensité de quoi? L'intensité, en rayon X, on parle de rayon X. Ah. D'accord? Dans quelle page? En général. Ah, ok. D'accord, puisque le manuscrit est basé surtout sur des mesures de rayons X et de la photoluminescence. Oui. D'accord? Donc, les rayons X, l'intensité des rayons X, elle est reliée directement à la quantité de la matière. D'accord? Donc, elle est reliée à facteur de structure est lié à facteur de forme, donc c'est la matière. Oui, mais on peut avoir, par exemple, une quantité de matière assez importante, mais il est amorphe. Donc, on aura un faux continu dans ce cas. Donc, en même temps, on ne peut pas aussi procéder dans ce sens-là, puisque la quantité de matière ne veut pas dire les cristallins ou la amorphe. On parle, puisqu'on parle d'un X, on parle de la matière cristallisée. D'accord? Lorsqu'il y a beaucoup de matière, donc on a une forte intensité, ou une grande intensité. Il y a peu de matière, donc on a une intensité faible. Faible, oui. D'accord? C'est beaucoup plus, c'est la quantité de matière que autre chose. Ok. Bon, aussi pour le spectre de transmittance. Donc, s'il y a des franges de Fabry-Perot, donc c'est l'épaisseur. Donc l'épaisseur est
est important, et assez important. D'accord? Oui, oui, l'épaisseur, mais aussi l'homogénéité de la surface. Sinon, on n'aura pas les interférences constructives. C'est beaucoup plus l'épaisseur que l'homogénéité. Okay. D'accord? Puisque vous n'avez pas parlé de l'épaisseur. D'accord? Puisque les franges, on calcule les constantes optiques à partir des franges Fabry-Perot. Donc on détermine l'épaisseur, le profil d'indice de réfraction. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais dans le cas où, par exemple, on a calculé l'épaisseur sur donc l'épaisseur, elle peut pas, par exemple, être homogène. Donc c'est, par exemple, si elle n'est pas homogène, l'épaisseur. Donc on n'aura pas les interférences de type Fabry-Perot. Donc il faut que le matériau aussi soit homogène pour qu'on puisse avoir des interférences constructives. Avoir ces interférences. À la page 80. Vous avez utilisé la méthode de Rietveld. Oui. Pour déterminer les paramètres, la taille des grains et tout. Pourquoi ne pas l'utiliser pour les autres matériaux? En fait, concernant la méthode Rietveld, on n'a pas le fichier de la LAB6. Donc c'est M. Ognier et ses prisons qui est là. Donc il nous fait les calculs avec la méthode Rietveld. Puisqu'il faut avoir d'abord, c'est-à-dire le spectre de la B6. Bon, je crois que je vais arrêter ici. Donc, merci encore une autre fois pour la clarté de l'exposé. Merci, professeur Boudin, pour ces questions pertinentes.